Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour cette nouvelle critique du film pour lequel vous avez le plus voté, The Walk, Rêver plus haut, ou je devrais dire Tomber de plus haut, sorti en 2015 de Robert Zemeckis, un des plus grands réalisateurs visionnaires et talentueux, qui fait un film sur l'exploit du funambule français Philippe Petit. C'est un film avec Joseph Gordon-Levitt, Charlotte Lebon et Ben Kingsley entre autres. Il a coûté 35 millions de dollars, il en a rapporté pour l'instant 33. Il a du mal le pauvre, mais il vient de sortir en France. Il a eu par contre de très bonnes critiques. Il dure 2h03. Et qu'est-ce qui se passe pendant ces 2h03 ? Eh bien, en 1974, le funambule français Philippe Petit tente illégalement une traversée au sommet des 2 tours du World Trade Center. Je vais pas faire long, mais comme à chaque fois je dis que je vais pas faire long et je fais des vidéos de plus de 20 minutes, non, cette fois-ci je vais faire court. C'est un film que je n'attendais pas forcément, mais j'étais très séduit par le premier teaser qu'on voyait avec cette caméra comme ça qui monte vers le sommet du bâtiment. Je vous avais donné le choix entre Black Mass, The Walk et Green Inferno. The Walk a reçu plus de votes que Black Mass, qui était pas loin derrière. Mais ne pensez pas que je ne vais pas parler de Black Mass ou de The Green Inferno. C'est en cours, je suis en train de terminer ma critique de The Green Inferno, le texte. Donc vous aurez de toute façon les autres films. Je ne vous le cache pas, j'en avais rien à foutre de l'histoire ou du personnage. C'est quelque chose qui est vraiment arrivé, mais moi je m'en foutais. Je voulais voir The Walk pour la 3D par Zemeckis, parce que je ne suis pas un grand fanat de 3D, j'en ai vu qu'un seul avant The Walk, c'était Gravity. Je voulais vraiment voir ce que Zemeckis allait faire avec la technologie de la 3D. Ça m'a pas empêché bien sûr de savourer l'histoire et la façon dont Zemeckis narre le film, mais c'était avant tout une curiosité technologique qui m'a donné envie de m'intéresser au film. En faisant des recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi un documentaire qui était sorti en 2008 de James Marsh qui s'appelle Man on Wire. C'est donc un documentaire, ce n'est pas une fiction, je ne l'ai pas vu, mais j'ai vu quelques extraits avec beaucoup d'interviews. J'ai lu quelques articles aussi rapidement, je voulais pas trop m'attacher à l'histoire avant de voir le film. Je tâcherai de le regarder dans un futur plus ou moins proche, mais il paraît qu'il est très bon. Voilà, donc sachez que si la fiction ne vous a peut-être pas plu, peut-être que le documentaire sorti en 2008 vous intéressera. C'est un film atypique parce que il est très bizarre dans ses genres. C'est-à-dire que c'est un film poétique, c'est une sorte de conte. C'est vrai parce qu'au début, il y a Joseph Gordon-Levitt au sommet de la Statue de la Liberté qui nous narre le récit directement à nous spectateurs comme s'il nous racontait un conte. Voilà, donc on commence avec un conte, avec une petite musique qui va très bien, un peu à la John Williams, vous savez, et on a un mélange de styles entre le film de cambriolage, ou voilà, vraiment dans le style Mission Impossible, où les mecs ils sont en train de vérifier leur plan et tout ça. On a de la romance, on a justement ce conte, cet attrait poétique, et des fois, par-ci par-là, des situations, des situations, des styles en thriller, voilà, en même temps en étant une comédie au début, il y a beaucoup de choses qui sont brassées, il y a beaucoup de situations et de genres qui sont brassés dans ce film, donc ça le rend très très spécial. Mais je crois que l'aspect le plus important, c'est de se dire, après j'espère que vous ne serez pas déçus par cet aspect-là, c'est que c'est un conte qui est narré tout du long, voilà. Je pense que la première chose à bien se dire, et c'est pour ça que j'ouvre la vidéo avec ça, c'est que c'est un conte narré, donc il y a un aspect réaliste, un aspect de suspense, de tension, de drame qui est bien diminué par rapport à ce que je pensais. Moi je pensais que ce serait quelque chose d'un peu réaliste, c'est-à-dire réaliste, pas quelqu'un avec une voix off qui vient nous narrer presque tout et la teinte de la narration qui serait plus proche de ce qu'on pourrait ressentir, c'est-à-dire énormément de peur, de l'appréhension, des angoisses terribles, mais le film arrive à évacuer ça rapidement. Donc nous ouvrons sur Joseph Gordon-Levitt qui parle, mais on va avoir un flashback dans cette narration, donc une histoire vraie, narrée sous forme de conte, dans laquelle il y a un flashback. Donc on sent déjà que la structure, il a voulu un petit peu donner de l'épaisseur, bien sûr, au récit qui est un fait divers banal. Je veux dire, s'il y a quelque chose qui se fait, et puis voilà.
il n'y a rien de plus. Mais il a voulu donner de l'ampleur en termes juste de narration dans la façon dont il allait le présenter au public. Ça donne un aspect poétique qui est le cœur même de l'opération, de la performance. Alors les flashbacks en eux-mêmes, on est à Paris, donc il y a l'américain qui nous montre ce qu'est Paris, avec des marchés aux puces dans tous les sens, des cafés dans tous les sens, voilà des clichés français, mais on n'est pas loin de ceux d'Armageddon. Vous savez, le mec avec les bérets, avec les moutons sur le côté et le Mont-Saint-Michel au fond, quoi, c'est un peu ça. C'est l'image de carte postale de la France pour les étrangers. Bon, il faut accepter ça et après, tout se passe bien. Et c'est aussi un hommage quand on parle. C'est vrai que c'est un bel hommage à l'idée qu'on peut se faire de Paris, mais ce film est aussi un hommage à un passé récent, le 11 septembre 2001, avec ces tours qui n'existent pas. Et le film traite des bâtiments qui n'existent plus. Il y a un hommage nostalgique aux tours. D'ailleurs, le film se termine sur les 2 tours qui sont tapées par le soleil. Elles sont presque dorées à un moment. C'est très très beau. Il a vraiment voulu bien montrer ce qu'étaient ces tours, l'aspect imposant, la prestance, la dangerosité, presque la menace de ces tours. Ne serait-ce que des menaces pour les gens comme ça qui voient des tours aussi hautes depuis en bas, mais aussi la menace bien sûr pour Joseph Gordon-Levitt. Ceci amène après à quelque chose qui est très délicat, c'est qu'on a ces tours et on sait qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer en haut de ces tours. On connaît vaguement ou très précisément l'événement, mais on sait qu'on ne va pas la voir dès le début du film. On va la voir à la fin. Bien sûr, c'est le climax, c'est le moment que tout le monde attend. Et donc le film est une attente. On attend pendant 1h30, qui est cet événement incroyable. Il y a une montée en crescendo, une construction. Alors je suis pas sûr qu'on puisse utiliser le terme build-up. C'est des termes un peu vaseux, je trouve. Hein, mais en tout cas, il y a une construction pour monter la tension jusqu'au point final culminant. On pourrait s'ennuyer, c'est vrai qu'on sait qu'il va y avoir cette scène incroyable et donc on attend de voir la scène. Si on est un peu impatient, on pourrait trouver le film ennuyeux et qu'il y aurait plein de passages, on n'en a rien à foutre en fait. Et donc la structure du film tourne autour de cette scène finale. Elle est un peu en dents de scie, entre moments dramatiques, moments comiques et moments d'action, façon de parler. Et en même temps, c'est raconté comme un conte, avec ce Joseph Gordon-Levitt qui arrête pas d'intervenir. Ça affaiblit, je trouve, l'enjeu et la tension. Mais on gagne en poésie. On gagne aussi en sécurité. Parce que, bien qu'on montre que ce soit dangereux, qu'ils peuvent se faire attraper, eh bien on sait que Gordon-Levitt est en train de nous narrer cette extraordinaire aventure. Et donc, on sait qu'il n'est pas mort, ou qu'il n'a pas eu de problème physique. On est en sécurité avec lui, on est guidé par sa voix, par ses commentaires, mais on sait également qu'il ne va rien lui arriver. Donc l'intérêt ne se place pas dans le suspense et la grosse tension, oh là là, est-ce qu'il va mourir? Non. Donc il faut évacuer ça quand on regarde le film. Il faut l'évacuer très vite, parce que sinon on va se sentir frustré et on va se sentir bloqué. Je pense que c'est aussi un autre aspect du film, de cet attrait de conte narré, c'est que la tension est très diminuée. Je n'ai pas vu ce fameux documentaire Man on Wire, mais il me paraît que Zemeckis a essayé de ne pas reproduire l'architecture narrative du documentaire qui faisait parler les différents protagonistes, avec justement toutes ces années de recul par rapport à l'événement. Le principe de Man on Wire, si j'ai bien compris, un documentaire structuré autour des interviews des différents protagonistes et après une illustration avec ce qu'ils ont pu trouver en images, en vidéo. Le film s'oriente beaucoup plus sur notre personnage principal, Philippe Petit, et le film souffre aussi d'une légèreté excessive, qui affaiblit l'aspect dramatique du récit, bien entendu, mais il paraît que le documentaire est bien supérieur au film. Je ne sais pas, mais je trouve que j'avais vu un petit passage qui parlait justement de cet événement, de cette performance. J'étais arrivé à un extrait qui parlait de ça. Et il y avait une poésie qui se dégageait de cet extrait, avec les commentaires des différents complices, des différents protagonistes. Cette poésie, il a vraiment essayé de la mettre en valeur dans le film, comme on a pu le voir dans le documentaire. C'est vraiment beaucoup moins une scène de tension que je l'aurais cru. Il y a un potentiel émotionnel que nous pouvons déceler. Après, ça pourrait vous bloquer parce qu'on s'attend tellement à autre chose en fait dans le traitement. Je crois que c'est ça en fait qui m'a un peu frustré. Le film, j'attendais en fait... J'avais ce pourquoi j'étais venu, mais ça m'a pas empêché d'être un petit peu perplexe.
Le film est centré sur Philippe Petit, comme je vous ai dit. Alors, si vous le regardez en VO, vous pourriez pouffer de rire. Parce que non seulement Joseph Gordon-Levitt parle, donc un Américain qui fait semblant de parler français, qui doit parler américain. Donc ça fait un peu bizarre dès qu'il ouvre la bouche en français pour essayer d'imiter l'accent américain, sachant que lui-même, voilà, il n'a pas de problème avec l'anglais, donc c'est vachement bizarre en fait. Et en même temps, ça arrive dans le film de temps en temps qu'il y ait quelqu'un qui crie son nom. Et quand j'ai entendu dans certaines scènes quelqu'un qui dit « Philippe !» et ben moi, j'ai plutôt pensé à ceci. « Philippe ! Je sais où tu te caches ! Viens ici que je te bute, enculé !» C'est vrai que quand vous entendrez la personne crier « Philippe !» je crois que vous pourriez, si vous connaissez bien sûr le terroriste, Cobra le terroriste, vous pourriez vous marrer, c'est assez amusant. Je trouve qu'il surjoue, c'est très excessif, son jeu. Salaud ! Il y a un stéréotype de l'artiste de rue parisien, non seulement elle peut révolutionner une pulsion de passion, des obsessions, un mec qui est complètement fou. Je sais pas si la véritable personne, le véritable Philippe Petit, était comme ça, mais c'est assez dingue je trouve. Hein. On montre le pourquoi du comment de l'entreprise, la construction de l'idée, on montre aussi un petit peu pourquoi, mais c'est pas dit clairement, mais il faut bien voir le film pour le déceler, et ça c'est du happening. Alors là, c'est je pense, le pourquoi revient à se poser la question du happening, c'est-à-dire pourquoi on fait la performance devant les gens, et ça c'est une question au cœur des performeurs qui font ça dans les rues, sur les toits, ou sur un fil. Je parlais du vrai Philippe Petit, qui est vivant. J'espère qu'il a aimé le film. Le vrai a entraîné l'acteur, par contre. Le vrai Philippe Petit a entraîné Joseph Gordon-Levitt dans un atelier qui a duré 8 jours, assez balèze il semblerait. Petit a affirmé qu'il serait capable de marcher sur un fil avec tout ce qu'il aurait appris pendant ces 8 jours. Il a eu une doublure bien entendu, mais il y a certaines scènes qui ont été filmées en studio, dont le haut bien sûr des 2 tours a été refait, avec un fil tendu à plus de 3 mètres de haut, et Joseph Gordon-Levitt a été funambule pendant certaines scènes. Je ne sais pas lesquelles, puisque bien sûr aujourd'hui on peut mettre des masques virtuels sur les acteurs, c'est très compliqué de se dire qui fait quoi, mais il y a un vrai talent, il y a, je trouve, aussi une façon de filmer le funambule qui découpe un petit peu sa façon de procéder. Je trouve que c'était une très bonne démarche, de montrer comment il place ses pieds, comment il bouge, comment il doit se retourner, la gestion du poids. Il nous narre aussi les petits secrets de cet art. Ce n'est pas juste celui qui doit faire la performance. Non, Zemeckis nous montre aussi comment on l'a fait. Il y a une démarche un peu pédagogique. Encore une fois, quand on raconte un conte, on est aussi intéressé par le petit détail. La façon dont il nous le narre est très bien. Après, il y a quelques confusions, je trouve. Après, là, c'est au niveau du parler entre le français et l'anglais. Mais je trouve que vraiment, faire parler français à un Américain, même s'il parle bien, ça fait le mec pendant... Jamais je me suis dit, c'est un Français, Philippe Petit. Jamais. Charlotte Lebon, elle fait très bien la française. Elle fait aussi très bien la petite copine. Mais alors, Joseph Gordon-Levitt... alors, il parle bien français, faut pas penser qu'il parle bien. Mais l'accent, on n'y est pas du tout. Hein. Et là, quand Ben Kingsley parle en français, c'est encore plus marrant. Hein. Ah ouais, mais vraiment. Ben Kingsley... Il cabotine. Il a un accent étranger risible, c'est assez horrible. Après, il y a aussi quelque chose que j'ai retrouvé dans plusieurs critiques. Je suis un petit peu partagé. C'est la place des complices dans l'histoire. Est-ce que les complices de Philippe Petit sont importants dans l'histoire? Ils le sont et c'est vrai qu'ils nous le narrent régulièrement. Mais il paraît que dans le documentaire, ils ont une place encore plus importante. Alors c'est là où la fiction doit faire un choix. Ce ne sont pas les complices qui vont forcément faire venir les gens en salle. Non, on fait venir les gens en salle avec une tête d'affiche qui est un petit peu connue quand même, hein, Joseph Gordon-Levitt. Donc on met cette personne en avant. Donc on met le personnage de Philippe Petit en avant. C'est là où le fait historique, qui est très précis sur la description des actions de chaque personnage, ne peut pas être retranscrit en film. C'est impossible. Il faut faire des choix de narration et aussi des choix financiers pour faire venir les gens en salle. Parce que si on s'attache à plein d'éléments des personnages principaux trop longtemps, on ne sait plus, c'est pas eux qui vont faire la performance en fait. Donc il faut aussi savoir où on se place. Il y a eu plein de bons compromis, même si on aurait souhaité peut-être voir les complices un peu plus souvent, les voir peut-être dans des situations qui les mettent plus en valeur. Mais en attendant, je trouve que l'équilibre, il est délicat, mais je trouve qu'il fonctionne bien. Je vais revenir aussi un tout petit peu sur cette voix off. Elle narre absolument tout. Et le personnage s'adresse
au spectateur directement, dès le premier plan. Ça parle beaucoup trop, je trouve, même pendant le climax. C'est là vraiment où le film ne se place pas dans le drame. Vraiment, avec ses interviews, il casse le quatrième mur, il nous incorpore dans sa réflexion et on a ce côté poétique et rassurant. Pour moi, ça me rassure en fait de ne pas être juste avec l'acteur sur un film. Non, on a une voix qui vient nous narrer la chose. La voix de la personne qui est sur le fil, qui ne parle pas. Donc une voix qui a vécu cet événement. Donc une voix d'une personne physiquement présente et vivante. Forcément, dans l'esprit, je pense, du spectateur, il fait lien rapidement et il est rassuré. La tension est limitée. La mise en scène est très élégante, elle est très bien. Et maintenant, je vais parler peut-être, parce que c'est pour ça que je suis allé voir le film, la 3D. Je me disais que le mec a révolutionné le cinéma en proposant plusieurs films en performance capture. C'est quand même lui qui a mis en place le volume, les techniques qui ont été après peaufinées depuis ses prototypes. Lui aussi est passé par là et après a été réutilisé dans des films que vous connaissez tous. Je me suis dit alors, que peut-il faire avec la 3D? De ma maigre expérience de 2 films désormais, il y a une vraie utilisation de la 3D parce qu'il y a de la profondeur de champ partout. Partout, dans chaque immeuble, chaque pièce, il y a de la profondeur de champ partout. Ma dernière expérience, c'était quand même Gravity, ça date. Eh bien, avec The Walk, c'est assez réussi. J'ai pas eu mal à la tête, donc je l'ai vu avec des lunettes 3D passives. J'avais peur aussi de ne pas bien assimiler les sous-titres qui vont avec la 3D. Il n'y a pas eu de problème. Le film n'est pas trop sombre. Bien sûr, il y a des scènes de nuit, mais si on se concentre un petit peu, on arrive tout à fait à voir l'image. Est-ce que c'est vertigineux? Eh bien non, je n'ai pas eu tellement cette sensation. Je n'ai pas eu cette sensation de vertige. Il y a de très très beaux plans. Et lui, on se rend compte en fait qu'il sait bien filmer et rendre compte de la 3D. Parce que le découpage est lent. Le temps que le cerveau fasse le travail pour nous créer ce relief. Et c'est très perturbant parce que on a l'impression qu'il y a du relief partout. Que le mec il a fait du relief partout. Qu'on a tout redécoupé pour faire du relief pour la moindre chose. On a des fois l'impression d'aplat. Quand j'en parle à plat, c'est particulièrement quand on voit le sol depuis le haut des tours. On a l'impression que le fond, c'est-à-dire le sol avec les rues, c'est du JPEG, que les tours ressortent particulièrement, mais le background, c'est-à-dire le dernier plan du multiplane, pour faire la 3D, eh bien c'est juste un JPEG qui ne bouge pas. Dieu merci, il y a quelques voitures qui passent, tu te dis « Ah c'est bon », mais on n'a vraiment pas la sensation que les autres éléments qui ressortent aussi, par exemple les bâtiments qui sont moins grands que les Twin Towers, eh bien ils ne sont pas en 3D. Et donc ça sort vachement de la 3D. Vous avez Joseph Gordon-Levitt, il est super bien en relief, il est au premier plan. Après vous avez les 2 tours, waouh c'est super bien, on est au deuxième plan. Et après on a un troisième plan très éloigné, on a quand même une bonne profondeur de champ. Mais on a le truc qui est plat comme une assiette, comme une feuille de papier. Ça c'est gênant, ça m'a fait sortir du film. On a des sensations vraiment de poésie. Ils ont fait sortir le câble pour bien le mettre en relief avec les 2 tours. Peut-être je suis pas très précis dans ma description de la 3D, mais en même temps je n'ai pas vu beaucoup de 3D. J'ai vu la bande-annonce de Hunger Games en 3D, voilà, si ça peut vous aider, mais... non, mais c'est vraiment intéressant. Il y a de beaux plans. Il sait faire de la 3D, ça se voit, avec des effets bien sûr de profondeur, des effets de mise en relief du premier plan, des effets de jaillissement. Alors, le jaillissement... c'est amusant parce que justement nous sommes dans un conte, donc il peut se permettre beaucoup de ralentis, des effets esthétiques parce qu'il nous narre la chose, l'événement qui a vraiment eu lieu comme un conte. Donc il y a des espèces de mouvements poétiques presque comme si la mise en scène était justifiée par le fait qu'on nous le raconte sous forme d'un conte. On a une flèche qui est tirée jusqu'à une certaine distance et la flèche on la suit du regard. Donc il y a un long plan qui suit la flèche, comme ça la caméra recule, on a la flèche qui se plante juste devant nous. Et ça, je trouve que c'est presque un jaillissement de l'écran qui est plutôt bienvenu par rapport à d'autres éléments qui sont coupés trop vite. Je peux pas le dire autrement, qui sont coupés trop vite. C'est-à-dire que le plan ne nous laisse pas suffisamment de temps pour avoir, par exemple, le câble ou des boulons qui nous arrivent vers la gueule. Non, on ne laisse pas la direction et le mouvement du câble jusqu'à nous pour qu'on ait vraiment une impression que ça nous arrive dessus. Non, il coupe avant. Donc on a l'impression que le câble, il a une espèce d'arrivée comme ça brute, trop rapide. Et donc nous, ça nous fait presque juste un espèce de jumpscare ridicule. Non, je trouve que c'est une démarche qui n'est pas très bonne de nous couper trop tôt le plan.
Ce qui fait que le plan n'est pas agréable à regarder. Ça me fait penser d'ailleurs à quelque chose qu'avait fait Alfonso Cuarón pour Gravity, qui était pour le coup plutôt juste, c'est qu'à un moment, il y a un boulon qui se barre, et qui se barre vers la caméra. Donc on a le mouvement du boulon vers la caméra, vers le spectateur. Et on a George Clooney qui vient récupérer ce boulon juste devant nous. On a tout le mouvement de la main qui vient récupérer le boulon devant nous. Donc on a cette démarche de nous montrer toute l'ampleur du mouvement jusqu'à arriver au point le plus proche du spectateur. Et pour ces effets de jaillissement, je crois que c'est important de nous laisser les plans un tout petit peu plus longs. Qu'est-ce qu'il y avait aussi comme chose intéressante? Oui, il y a vraiment plein de choses qui nous forcent la profondeur de champ, même en intérieur. Dès qu'il y a un intérieur, il y a toujours des portes ouvertes en fond, bon, toujours pour nous montrer qu'il y a une profondeur de champ. Alors je sais pas si ce que je dis c'est vachement banal et que vous le voyez dans plein de films, ou si c'est un peu inédit et que voilà, il n'y a pas eu autant de profondeur de champ dans les autres films. Si vous l'avez vu en 3D, n'hésitez pas à confronter votre avis au mien, parce que moi voilà, je n'ai pas vraiment d'expérience là-dedans, donc n'hésitez pas à me dire si je fais fausse route et que c'est une 3D très très standard, ou si c'est une 3D qui est plutôt bien gérée. Ceux qui ont vu beaucoup de films en 3D, n'hésitez pas à le dire. C'est bien sûr grâce à la performance capture des caméras qui ne flottent pas dans les airs, donc c'est de la caméra virtuelle qui n'existe pas, avec des efforts d'incrustation et tout ça. Son travail, je pense, dans la performance capture, permet une gestion de l'espace unique. Et c'est vrai qu'il y a des plans, tu te dis, c'est là qu'on voit quelqu'un qui a travaillé un petit peu dans l'animation et la gestion des acteurs dans un volume. Et on le voit très bien quand on a des films comme le Pôle Express, que la performance capture permet une animation et un décor en fait animé qui est vraiment particulier. Et ici on voit que c'est quelqu'un qui travaille différemment que les autres réalisateurs. Le fait qu'il ait travaillé avec de la performance capture, je pense, l'a beaucoup aidé pour conceptualiser les angles de cette scène. Après, il y a des trucs chelous, mais ouais, je vais vous en dire un ou deux. Par exemple, il y a un moment où il se met tout nu pour attraper un fil invisible soi-disant. Donc il se met tout nu, il est en train de gambader sur le toit tout nu. Bon, c'est un peu bizarre, mais bon. Mais je pense que ça ravira ses dames. Et un autre moment où il est attaqué par un pigeon. Et un pigeon pas content. Un espèce d'oiseau en 3D, c'est ultra moche. Je pense que ça a dû lui arriver parce que c'est une espèce de truc comme ça qui arrive. On se demande pourquoi, mais bon. Mis à part ça, pour les autres scène, alors bien sûr c'est une montée en crescendo, comme je disais, c'était une construction, donc on commence avec un fil très très simple, et puis après on va complexifier de plus en plus l'attraction. On va commencer à nous faire monter un petit peu le vertige de plus en plus, avec d'autres scènes justement de fil, de traversée de fil, qui sont de plus en plus haut, de plus en plus spectaculaires, pour nous faire justement une montée en crescendo. Ça marche plutôt bien d'avoir d'autres scènes, parce qu'on peut se dire, ouais mais en gros, l'expérience de tension, de virtuosité de la caméra, de la performance, de la mise en scène, mais on ne l'aura que dans la scène finale. Non, il y a d'autres scènes de fil, d'autres scènes de haute voltige qui sont dans le film régulièrement. Après c'est des choses qui sont moindre, mais je trouve que c'est plutôt une bonne démarche d'avoir créé les situations pour nous continuer à nous faire monter la tension avec toujours des scènes sur le fil. Pour terminer, c'est un projet hybride. Voilà. Après, si vous voulez une histoire vraie qui est hollywoodisée, eh bien allez le voir. Il fait pas vraiment vibrer, mais il est poétique. Il est un peu excessif, par exemple dans le jeu des acteurs. Mais encore une fois, presque le fait de dire que c'est un conte peut justifier à peu près n'importe quoi. Donc je vais pas être de mauvaise foi, bien que cet aspect-là est important quand même à mettre en valeur, l'aspect conte et l'aspect de narration. Donc s'il y a un truc chelou qui se passe à l'écran, vous pouvez vous dire qu'il romance un peu l'affaire. C'est presque pour justifier chaque action du film, pour les mauvaises langues. Non, le film est intéressant. Après, moi, je m'attendais plus à un truc qui prenne aux tripes. Vous savez, les machins où on a mal au cœur et on a le ventre complètement noué. C'est vraiment pas le cas. C'était pas du tout le cas. Après, je sais pas si en 2D j'aurais eu plus cette sensation, mais j'ai pas été si touché que ça par l'histoire. Sachant que je venais justement pour avoir un film de sensation avec une 3D qui me rend malade, quoi, qui donne le vertige. Là, c'était pas le cas. Alors, je pense que si vous avez l'occasion de le voir en IMAX, ça pourrait être intéressant avec vraiment une sensation de vertige. C'est une expérience à voir en 3D. Le film a quand même été fait pour des plans en 3D. Il y a des plans en 2D, ça doit pas rendre beaucoup. Mais en 3D, c'est vraiment pas mal.
voilà, j'ai terminé ma critique. Je lui donnerai une petite note parce que c'était pas ouf, quoi. Moi, je m'attendais à un truc plus prenant. C'était pas ouf, mais ça reste de bonne tenue. Hein. Bah, je sais pas. Moi, je lui mettrais un 13 sur 20. C'était un petit projet, mais je pense pas que c'était facile de le financer à Hollywood. Donc, voilà mon avis. Voilà ma critique, voici ma note, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce film, si vous avez été complètement séduit, ou si voilà vous avez eu des petites réserves avec cet aspect conte et le fait qu'il n'y ait pas eu tant de tension que ça. N'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à argumenter, ça me fait toujours très plaisir d'avoir des commentaires. Quant à moi, eh bien, je prépare la suite des hostilités. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!